Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 60. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Eh ben ça va très bien. Le 60, ça nous fait penser à quel joueur ? Eh bah aucun, puisqu'on vient justement de regarder juste avant. Il n'y a personne qui a le numéro 60. C'est quoi, c'est des O-line d'habitude le 60 plutôt, non ? Ouais, des O-line, voire des defensive end. On va dire que là on a le 59 qui est un linebacker, Calitro, et puis le 61 qui est Roy Mbaeteka, le fameux joueur nigérian découvert par Ozzy Umenyiora. Ouais, qui vient d'être cuté. Ah là 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 là. Bon, vous avez compris le sujet du podcast du coup. Voilà, vous avez compris le sujet. Avant qu'on se lance un peu dans cette pré-saison, il y a les cuts qui sont en cours. On est au moment où on enregistre, en fait, ils n'ont pas tout à fait fini. Mais pas d'énormes surprises, on va dire, on va en parler. On voulait reparler, puisque pendant toutes les vacances, on a fait quelques podcasts et on n'en a pas parlé, du Patreon. Que peux-tu nous dire sur ce fameux Patreon pour nous soutenir ? Eh ben, le Patreon, justement, c'est une plateforme de soutien de créateurs où vous avez différents niveaux. Il y a le niveau Evan Engram, qu'on va peut-être pouvoir remettre à jour, puisqu'Evan Engram n'est plus dans notre équipe, mais c'est le premier niveau à 3€ par mois. Puis après, il y a Sterling Shepard, 10€, Plaxico Burress, 30€. Et en fait, à chaque niveau, vous avez des petits goodies, et tu me disais justement avant qu'on lance l'enregistrement qu'il t'en restait quand même pas mal, puisque par exemple à 10€ par mois, vous pouvez avoir un stickers des Giants. À 30, vous avez le stickers et les sous-bocs. Et à chaque fois, on cite votre nom dans le podcast. Ouais. Donc voilà, il y a d'autres niveaux, et sachez qu'en fait, c'est un prélèvement mensuel. Vous pouvez pas faire de contribution en one shot, mais vous pouvez très bien en fait prendre un mois, attendre d'être débité, et puis après vous arrêtez votre abonnement. Ça fonctionne quand même. Le magnifique sous-boc avec Eli qui fait des petits fucks. Et donc on remercie Quentin, Jimmy Novak, Vincent Scholler, Fricazoïde et Guillaume D qui sont contributeurs depuis quelques temps déjà et qui soutiennent le podcast, et ça fait bien plaisir. Ça nous permet notamment de payer l'hébergement sur la plateforme de podcast, donc ça c'est très cool. Voilà, on va oublie, attends, faut quand même qu'on redonne l'adresse parce qu'on l'a pas fait. patreon.com/onlyagiantpodcast, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis oui, tu as raison, Evan Engram, je vais le changer, il va falloir qu'on se trouve une nouvelle victime pour la contribution à 3€. Je vais trouver quelqu'un d'autre au fur et à mesure de la saison, on va bien mettre la main sur quelqu'un. Alors, la pré-saison est terminée, on a joué nos 3 matchs, on a fait 2 victoires, 1 défaite, c'est honnêtement pas très important de savoir qui a gagné, qui a perdu ces matchs-là. T'es toujours plus content quand tu gagnes, évidemment, mais ça ne change pas grand-chose. Je crois que, d'ailleurs, j'en reparlais avec un collègue tout à l'heure, je crois que la saison où les Browns perdent tous les matchs, en pré-saison, ils gagnent tous les matchs. Donc comme quoi, c'est pas... Et c'est pareil pour la fameuse saison 2008 des Detroit Lions, qui était la première équipe à faire 0 victoire pour 16 défaites. Ils avaient remporté tous leurs matchs de pré-saison. Voilà. Donc heureusement qu'on n'a pas gagné ce dernier match contre les Jets, sinon on visait le 17 défaites plutôt, pardon. Donc on est en train de faire les cuts actuellement pour le 53, notre roster des 53 joueurs. Ah oui, tiens, je me suis noté aussi que Madden était sorti et que c'est toujours pas incroyable comme jeu, mais je voulais en parler quand même parce que c'était dans le lancement du podcast. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous avez droit à 10 heures de jeu gratuit, c'est ce que j'ai fait et je pense que je ne me prendrai pas le jeu derrière. Bref, c'était une parenthèse. Alors donc, on disait, il y a eu des matchs de pré-saison, on va en parler, on va dire ce qu'on a retenu des différents cuts qu'on a vus. Alors il n'y a pas d'énormes surprises évidemment, Daniel Jones va pas se faire cutter comme ça venu de nulle part, etc. Mais on va parler des quelques joueurs qui auraient pu faire le roster et qui ont déjà été cutés. Sachez que tout ce qu'on va vous dire là peut changer très vite. C'est possible qu'un joueur soit retenu et que finalement on décide de le laisser partir pour prendre un autre joueur dans une autre équipe qui aurait été cuté ailleurs. Donc ça, il peut y avoir des changements, etc. Et c'est possible aussi que des joueurs qu'on a cutés, on les re-signe pour le practice squad. Donc il n'y a rien de définitif. Si je lance un premier sujet, j'ai envie de parler des blessures. Thiergo, qu'est-ce que tu en penses ? C'est peut-être un sujet prépondérant quand même. Ouais, on a pas mal de blessures, surtout chez nos rookies, puisque... la vache, ouais. Voilà, je pense qu'on a tous vachement grincé des dents en voyant ce deuxième match de pré-saison contre les Bengals, où notre premier rookie, enfin notre premier choix de draft, le Kayvon Thibodeaux, en fait s'est fait une entorse au genou. Heureusement, ce n'était qu'une entorse. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était un bloc illégal, c'était dirty, etc. Alors moi je suis pas un spécialiste des blocs, mais en tout cas j'ai lu plusieurs articles de spécialistes qui vous disent en fait non, là on n'est pas dans le dirty, on est plus dans l'accident de match. Mais heureusement, Kayvon Thibodeaux devrait être de retour normalement pour le premier match de la saison. Si ou alors il loupe potentiellement le premier match, mais c'est vrai que c'est une blessure, je crois que c'est les ligaments
extérieur, je crois, enfin un truc c'est pas le ligament croisé qui l'aurait mis out pour la saison, heureusement. Mais ça fait partie des blessures qui forcément ont été notées puisque c'est un de nos premiers tours de draft, mais comme tu l'as dit, on a eu beaucoup de rookies qui ont été blessés, et parmi eux on a Darian Beavers, le linebacker, qui est out pour la saison, lui s'est fait les ligaments croisés, et Marcus McKettan, également un O-line qui s'est aussi fait les croisés. Alors ça a remis sur le devant de la scène le fameux le synthétique du stade des Giants. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Je pense qu'en tout cas ça va être réfléchi, ça va être analysé, ça c'est sûr, parce que là ça commence à faire beaucoup. Et c'est souvent les blessures sans contact qui sont les plus violentes, et c'est souvent les ligaments croisés qui font voilà. Ouais, d'ailleurs c'est marrant que tu parles de blessures sans contact parce que justement l'un des joueurs qui s'est bien fait remarquer pendant la pré-saison, c'est le receveur Colin Johnson, qui s'est fait le talon d'Achille sans contact. Il s'est tout seul à l'entraînement, très très frustrant parce qu'il avait une très très belle pré-saison. Et on peut aussi citer Dane Belton qui s'est fait une blessure au bras. Alors j'ai pas très bien compris. En fait, il s'est cassé. Je crois que il s'est cassé la clavicule et il est sur le point de revenir. Voilà. Donc qui était un rookie safety qui était effectivement blessé. Il est sur le point de revenir. Et les ligaments croisés, pas les ligaments croisés, le talon d'Achille, c'est la même chose que ce que Sterling Shepard s'était fait, je crois, qui est en train de revenir. Donc oui, Belton, alors tu as cité Belton aussi, donc il s'est cassé. Alors sachant que les blessures, moi je me souviens, j'ai toujours eu l'impression que les fractures c'était vachement comme impactant et très pénalisant, et en fait c'est quasiment, j'avais déjà évoqué, mais ma compagne qui est kiné qui me dit qu'en fait c'est beaucoup plus facile à moins que tu aies vraiment une méga fracture, un truc vraiment vénère, mais c'est beaucoup plus facile de consolider un os qui d'ailleurs revient limite plus solide qu'il ne l'était avant, que de remettre des ligaments ou des muscles ou ce genre de choses. Donc en fait finalement une fracture, s'il n'y a pas d'autres complications, c'est pas forcément le truc. Ouais, et il y a plein d'exemples. Il me semble que c'était David Deal, notre ancien left tackle, qui avait joué son dernier Super Bowl avec une main dans le plâtre. Alors voilà, et il y a plein d'exemples. Il y a un fameux match d'Emmitt Smith des Cowboys dans les années 90 qui a défoncé les Giants. Emmitt Smith c'était vraiment très très bon, alors qu'il s'était déboîté l'épaule. Bon là c'était déboîté l'épaule, il s'est pas cassé, mais en fait il y a l'air quand même d'avoir quand même pas mal de joueurs. Alors je pense que si c'est juste les bras, ils arrivent quand même à jouer. Si c'est les jambes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, alors d'ailleurs tu sais que j'ai entendu, alors je sais plus qui j'ai entendu dire ça, ou c'est peut-être un tweet que j'ai vu, où on disait globalement les Giants sont l'équipe la plus blessée depuis, je sais pas, une dizaine d'années, il y avait une stat comme ça. Et en fait, il y a, je crois que c'est License Plate Guy, tu sais, le mec super connu sur Twitter, qui est un des grands fans. Et lui, il dit, il était invité sur je sais plus quel podcast, et il disait, moi je suis à tous les matchs, et je prends toujours des places qui sont au bord du terrain, derrière le banc des Giants, et donc j'entends tout ce qui se dit. Et de ce qu'il disait, c'est que pour lui, de son avis, on a eu beaucoup de blessés, mais beaucoup de joueurs qui, du fait que l'équipe était mauvaise, abusaient pas leurs blessures, mais ne faisaient pas l'effort de jouer malgré les blessures, alors que si tu es dans une équipe qui joue pour le Super Bowl, enfin tu vois, tu es dans une grosse saison, etc., tu es plus prêt à jouer avec une blessure et te remettre pendant l'intersaison, alors que là, voilà, ça peut aussi jouer sur le nombre de blessures qu'on a, de petits bobos où les joueurs vont pas tenter le diable et vont préférer rester sur le banc de touche plutôt que de jouer blessé. Et là, tu parlais de ces fameux joueurs mutants des années 90 qui jouaient quoi qu'il arrive, donc ça peut jouer aussi. Alors, juste dans les blessures, on va aussi citer, là, c'est des commotions. Graham Gano, qui est notre kicker, qui s'est blessé, on avait signé Santoso qu'on vient de cut, donc Graham Gano devrait être sur le point de revenir. On a eu Cordell Flott qui a été blessé, on a eu Tony qui a été blessé, ça c'est un tout petit peu inquiétant, il devrait revenir, mais c'est un peu inquiétant de le voir se blesser souvent. Bellinger, le tight end, qui est sur le dernier match contre les Jets, était en train de faire un bon match et s'est tapé une commotion aussi. Jihad Ward, vous vous rappelez, on l'a récupéré de Baltimore, qui est un outside linebacker qui est blessé aussi. Larson Smith qui apparemment est blessé. Ricky Seals-Jones, le tight end, alors lui on l'a pas vu du tout, il s'entraîne même pas depuis qu'il est chez nous, on l'a pas vu une seule fois sur le terrain. On ne sait même pas s'il est encore là, donc bon voilà. Donc ça fait beaucoup. En O-line, on a eu Shane Lemieux qui a été blessé, il est toujours pas revenu. Ezeudu qui est un rookie, il est blessé, je crois qu'il est sur le point de revenir. Et Feliciano qui s'est blessé et qui est notre centre titulaire, qui lui est revenu. Enfin bon voilà, j'ai même pas cité tout le monde. On voit quand même que ça fait beaucoup et je crois qu'il va falloir avoir vraiment un œil assez critique sur est-ce que les joueurs sont bien préparés, est-ce que les préparateurs physiques sont suffisants, est-ce que le médecin fait ce qu'il faut. On a déjà évoqué le sujet, je crois qu'il est à
95 ans, le médecin actuel des Giants. Donc peut-être qu'il va falloir voir si... non, c'est pas vrai. Ouais, c'est... Ça, mais... ouais, non, il est très très vieux, mais en fait, c'est marrant parce que ça fait des années que j'entends dire, même plus de 10 ans que j'entends dire que c'est l'une des grandes références, si ce n'est la référence médicale en NFL. Mais quand on voit en effet le nombre de blessures, alors les blessures c'est pas forcément la faute du médecin, ça peut aussi être lié à la préparation physique. Oui. Et puis comme tu as dit, il y a aussi le fait que on est un terrain qui apparemment est connu pour être de mauvaise qualité et cause pas mal de blessures. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu générale de la NFL. J'ai entendu beaucoup parler dernièrement de remettre parce que c'était un peu la nouveauté, les terrains synthétiques. Ceux qui ont déjà joué ou ceux qui font du foot américain les connaissent, ces fameux terrains synthétiques avec des billes noires, là, où on peut planter la cheville assez violent et avoir un mouvement de genou potentiellement bizarre, et c'est souvent ça les problèmes quand on se fait les croisés. Mais ils parlent de revenir sur des terrains terre, avec de la vraie pelouse, etc., qui sont un tout petit peu moins rapides, mais seraient plus permissifs en termes de blessures. Donc écoute, moi si on revient sur un terrain comme ça, regarde par exemple, je te donne un exemple tout con, mais il y a un super jardinier au PSG, ils avaient été récupérés quand les Qataris étaient arrivés, le meilleur jardinier du foot anglais, et ils ont un terrain qui est beau tout le temps. Alors oui, ça coûte un peu cher à l'entretien, mais on n'a pas ce genre de blessure là, effectivement c'est pas le même sport, mais il y a moyen d'avoir quand même des beaux terrains, même si c'est de la pelouse, t'es pas forcément obligé de jouer dans un champ, quoi. Alors pour info, parce que tu disais justement que donc c'est Ronnie Barnes, notre médecin en chef. Il n'a pas 95 ans, mais il en a 70. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais sachez qu'il a commencé comme stagiaire en 1976 chez les Giants. Il est devenu médecin sportif en 1980 et il est médecin en chef des Giants depuis 1981. Donc en fait c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec des gros joueurs style Lawrence Taylor, Carl Banks, Eli Manning, enfin bon voilà, tutti quanti. Mais après on l'accuse pas lui particulièrement, mais il y a une réflexion globale à mener, je pense, là-dessus, et je pense que Joe Shane va faire ce qu'il faut. Il laissera pas ça traîner, il va essayer de régler ça, je pense. Voilà. Après, il peut y avoir une partie de malchance aussi, on ne sait pas, c'est difficile à dire. Bref, en tout cas, ce petit point blessure qui fait chier, on commence un podcast avec pas beaucoup de bonnes nouvelles quand on parle de ça, mais il faut en parler puisque ça fait partie de notre quotidien depuis quelques années où notre effectif est un peu décimé. On n'est pas les seuls, évidemment. Quand on suit Twitter, on voit qu'il y a des problèmes à droite à gauche. Il y a notamment, là, pour parler de nos concurrents directs, c'est les Cowboys qui ont perdu leur tackle gauche titulaire. Voilà, ça fait toujours chier. C'est comme si Andrew Thomas se blessait, forcément, ce serait un gros problème. Donc bon, voilà, on n'est pas les seuls, mais quand même, on est quand même bien touché par ces blessures. Est-ce qu'on parle de l'attaque sur ce qu'on a vu de ces trois matchs de pré-saison ? Ça te va ? Non, mais non allons-y. Okay. Est-ce que tu les as regardés déjà ? Ouais, j'ai regardé. Alors, j'ai pas regardé les matchs en direct, moi. J'ai regardé après coup. Alors, moi, sur l'attaque, je pense la première chose que j'aimerais évoquer, c'est la ligne offensive. Parce j'avais ça en premier point aussi. on l'a... on a vu pour la première fois Andrew Thomas et Evan Neal qui jouaient des deux côtés de la ligne. Et on a surtout vu qu'il y a eu quelques blessures, comme tu as dit, on a eu l'occasion de voir une configuration de backup jouer ensemble contre les Bengals, alors toujours avec nos deux tacles titulaires, et je les ai trouvés plutôt bons. J'ai trouvé ça assez encourageant, mais si on se concentre de plus près sur Evan Neal, le premier match contre les Patriots, je me suis dit, oula, il nous fait des trucs un peu bizarres, il se faisait un peu malmener. Et par contre, contre les Bengals, là, il m'a franchement impressionné. Il était, on sent qu'il y a un énorme potentiel, mais encore quelques petits points à affiner. Rappelle-toi, la saison rookie d'Andrew Thomas, c'est un bust, le mec il vaut rien, c'est n'importe quoi, on avait encore piqué le plus mauvais joueur, etc. C'est pas évident, le poste de tackle est le poste le plus difficile sur la ligne. Il leur faut un peu de temps pour s'adapter, et comme tu l'as dit, Evan Neal qui fait un très bon deuxième match, il se fait encore avoir une ou deux fois, etc. Mais de toute façon, on va en encaisser des sacs, c'est pas possible autrement. Ce qui est important, c'est d'être régulier et d'avoir une O-line qui communique bien également
également. Evan Neal a l'air très performant contre la course surtout, mais on va en avoir besoin aussi évidemment contre la passe. Un truc qui est revenu souvent de ce que disaient les analystes, c'est de pick les stunts, c'est-à-dire quand on va avoir par exemple un joueur extérieur qui va rentrer à l'intérieur de la ligne, c'est-à-dire que deux joueurs vont switcher, ils vont changer d'assignation. Et là, c'est important qu'il y ait une bonne communication entre soit le tackle et le tight end, soit le tackle et le guard, mais de se dire là, on change de joueur, puisqu'on ne va pas suivre notre joueur tout du long, c'est pas un marquage homme à homme comme on peut avoir sur un corner. C'est plutôt de la zone où on prend le mec qui arrive dans notre zone. Et donc, quand il y a un changement comme ça, un stunt, avec un outside linebacker qui décide de rentrer à l'intérieur, et bien ça, il faut le voir, il faut avoir une bonne communication. Et apparemment, ça, Evan Neal a et ça avait déjà été remarqué pendant les entraînements, qu'il était très bon là-dessus, et ça s'est vérifié pendant les matchs. Et apparemment, il y a une bonne connexion entre les différents joueurs notre ligne offensive qui échangent très bien, et notre coach de O-line, j'ai oublié son nom, qu'on a récupéré, je crois, des Bills, qui apparemment fait un très bon boulot avec cette O-line. Même lorsqu'on a dû faire jouer, tu parlais des Bengals, on a dû faire jouer notre troisième ligne offensive avec un mec qui avait jamais joué centre. D'ailleurs, ça se voyait sur les snaps, mais ça s'est a priori plutôt bien passé, et donc ça, c'est vraiment grâce notamment à notre coach. Ouais, non, c'est. Son nom m'échappe aussi là à l'instant, mais bon, alors les noms des coachs, de toute façon, là, à part le head coach et les coordinateurs, généralement je ne les retiens pas. Mais c'est pas qu'ils font pas un travail intéressant. Il y avait eu un petit focus justement sur certains de nos coachs de position, dont ce gars-là, et il a l'air d'avoir un sacré charisme et d'être très apprécié des joueurs. Maintenant, c'est Bobby Johnson. Voilà. Oui, je savais qu'il avait un nom simple. C'est Bobby Johnson, et donc bon bah, il a quand même sous la main des joueurs avec un certain potentiel. On a parlé de Neal et de Thomas, mais il y a aussi Glowinski. On espère que en récupérant comment il s'appelle, Shane Lemieux et puis Feliciano, ça s'améliorera aussi. Et puis peut-être qu'on va voir un peu Ezeudu, peut-être qu'il y aura justement l'occasion de le mettre sur le terrain. En tout cas, je suis beaucoup plus encouragé par l'état de la ligne offensive à la fin de cette pré-saison que je ne l'étais l'année dernière, et même tu te rappelles après la draft de l'année précédente, quand tu avais Dave Gettleman qui disait aux journalistes manifestement j'ai beaucoup plus confiance dans nos linemen que vous. On a vu qu'il s'était bien planté, et ce qu'on espère, et surtout en fait, et d'ailleurs ça nous permet peut-être de faire une transition, on sent que les quarterbacks sont beaucoup plus sereins dans la poche. Et surtout Daniel Jones, qui a fait une bonne pré-saison. Tyrod Taylor aussi est à féliciter. Et même Davis Webb, qui, bon, certes, on ne le garde pas parce que je pense qu'on a déjà assez avec Taylor et Jones, mais nos quarterbacks avaient l'air à l'aise dans cette poche, et ça fait plaisir à voir. Ouais, les trois QB qui effectivement ont été performants. Daniel Jones qui a pas fait d'erreur, alors il se prend une interception. Il a joué 2 matchs sur les 3. En gros, notre première équipe a joué un quart temps sur les 2 premiers matchs à chaque fois, à peu de choses près, la ligne offensive, les receveurs, etc., ceux qui n'étaient pas blessés et le QB. Et ils n'ont pas du tout joué, ou très très peu. En tout cas, Daniel Jones n'a pas joué sur le dernier match. Donc voilà, effectivement, ils ont été très bons. Alors, à relativiser aussi, quand on est en pré-saison, les performances typiquement de Davis Webb, qui fait des super matchs, qui met 3 TD, 0 interception, etc. Donc il a été très bon. Les mecs jouent contre des équipes 3. Donc voilà, la preuve c'est qu'il a été coupé et qu'on a gardé Tyrod Taylor, même s'il s'est blessé au dernier match, a priori c'est pas grand chose et il va revenir très vite Taylor, donc il sera là pour le premier match. Voilà, c'est pas étonnant de voir Davis Webb partir. On peut pas juste regarder les stats en se disant il a lancé pour 400 yards sur ce match là, c'est excellent, machin. Oui, mais quand tu joues contre une équipe 3, c'est quand même pas la même chose. Pourtant, les années précédentes, on avait notre O-line offensive versus une équipe 2 qui se faisait malmener. Donc là, juste pour parenthèse, pour revenir sur la O-line, voilà. En fait, si tu te fais malmener par une équipe bis adverse, ça fait chier. Si tu domines une équipe bis adverse, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, justement, contre les Bengals, on a joué avec... Alors, je n'irais pas dire que le line qu'on avait, c'était une O-line bis, mais c'était une O-line avec quand même pas mal de backup, qui a joué contre la D-line titulaire des Bengals. Ah bon, c'était leur titulaire, les Bengals? Je dis pas de bêtises, à revérifier, mais en tout cas, ils avaient pas que des troisième couteaux. Donc, ils se sont bien démerdés.
Maintenant, j'espère que ça va continuer justement pendant la saison. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que comme en effet on a eu pas mal de blessures, ça va manquer d'alchimie entre les linemen. Ouais, alors après, il bosse beaucoup à l'entraînement et j'ai l'impression quand même que globalement, même si tu changes un gars, etc., ça a l'air de bien se passer. Et ça, c'est cool parce que c'est pas un gars qui est sorti du chapeau. Bon, bah, on a 5, parce que c'était ça les années d'avant, hein, on a 5 titulaires, s'il y en a un qui tombe, on est dans la merde. Mais bon, voilà, pour revenir sur les QB, donc Daniel Jones, on l'a pas vu beaucoup, je sais même pas s'il a lancé une passe de touchdown, mais en tout cas, ce qu'on a vu était très encourageant. Tyrod Taylor, moi j'ai trouvé qu'il était bien en mouvement, il a sur le dernier match contre les Jets, il y a 2 ou 3 fois où il arrive vraiment à bien s'extirper. Et là, pour le coup, il y a un peu de Russell Wilson en lui, où il est dur à attraper, et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, si jamais Daniel Jones se blesse, on sait qu'on a un QB qui peut faire le taf derrière. Dans une équipe qui, quand même, alors, sur le schéma offensif, évidemment, alors ça, c'est ce que disait Brian Daboll. Il disait, on fait pas du tout de plan de jeu, c'est-à-dire qu'on arrive et on n'a rien taffé, on n'a pas analysé l'équipe adverse, on s'en fout un peu, puisque c'est pour bosser, donc on est plus là en mode, on va faire les jeux qui vont nous permettre de bosser qu'autre chose. On montre pas, évidemment, les vrais jeux qu'on va jouer pendant la saison. On montre ce qu'on a envie de montrer, et les Américains appellent ça une vanilla offense. Dès qu'ils disent vanilla, c'est un peu édulcoré entre guillemets, c'est-à-dire que on n'a pas tout, notamment quasiment pas de motion sur aucun jeu. C'est des choses qui ont été beaucoup bossées aux entraînements, mais qui n'ont pas été du tout utilisées en match. Donc voilà, des QB qui, malgré le fait qu'on n'a pas du tout fait de plan de jeu contre l'équipe adverse, eh bien on réussit à produire, et une équipe globale qui a réussi à produire, donc ça c'est vachement intéressant. Petit point négatif, moi je mettrais sur nos wide receivers titulaires, notamment Kenny Golladay, où là c'est dur, il a fait 0 réception sur... Si, il en a eu une apparemment pour 6 yards. Ah bah excellent, donc ça vaut bien 75 millions. Voilà, donc nos receveurs titulaires qui ont été principalement blessés, on l'a dit, il y a Toney qui a été blessé, il y a Sterling Shepard qui revient à peine, qui n'a pas joué, et puis comment il s'appelle, Wan'Dale Robinson, qui a joué un peu mais qui a fait très peu de réceptions. Alors je pense que là, il y a des schémas de jeu clairement qui vont être prévus pour lui. Et je crois qu'il fait 3 réceptions pour 1 yard, enfin un truc vraiment ridicule. On a tenté des petits trucs. Alors il a fait une petite jet sweep qui a bien marché, mais pour le reste, il n'a pas été encore trop mis en avant. Donc là, petit point négatif côté wide receiver, où on a vu beaucoup de remplaçants, ce qui est intéressant pour la pré-saison de toute façon, hein, c'est mieux de voir les remplaçants. Oui, en fait, c'est-à-dire que, en effet, les titulaires n'ont pas brillé. Et puis, alors Wan'Dale Robinson, je pense que c'est pas tellement de sa faute. Je pense aussi que l'équipe a pas voulu montrer tout ce qu'il était capable de faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc on essaie un peu de le cacher et c'est pas plus mal. On se met des cartes dans la manche. Ouais, non, tout à fait. Non, mais c'est la vanilla offense, comme tu dis. Après, on a eu en effet sur les autres joueurs. Alors. Alex Bachman avait eu un excellent match contre les Bengals. Bon, carrément. Il reste pas, mais on a encore des types. On a parlé de Colin Johnson qui aussi beaucoup plus productif que Kenny Golladay. On se demande pourquoi est-ce qu'on paye 75 millions à l'autre. David Sills. Qui en une mi-temps a fait 5 réceptions, 56 yards. Ouais, très intéressant David Sills. Et c'est déjà ce qu'on avait dit l'année dernière, je me rappelle. Et Richie James aussi, qui a marqué un touchdown contre les Patriots avec un bon spin move dans son tracé. Donc ouais, globalement en fait, je pense que ça va être difficile de trouver, parce que bon, que ce soit clair, hein, Golladay, Tony, Wan'Dale Robinson et Shepard, c'est sûr, ils sont dans l'équipe. Oui, c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'équipe va vouloir 6 receveurs ou 7 ? Généralement, tu mets qui là par exemple ? Tu mettrais qui là si tu dois choisir les autres receveurs, sachant que Bachman a été... j'aurais gardé Bachman. Maintenant que Bachman est parti, je dirais David Sills et Richie James et pas plus. Sachant que, à mon avis, Colin Johnson, comme il s'est fait tendon d'Achille, il va être sur la Injured Reserve. Ouais, non mais je pense que tu as raison. Je suis en train de regarder CJ Board qui a été coupé, qui était là, qui était surtout pour notre returner en fait, mais qui a jamais été un bon returner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un très bon returner. Ça c'est un peu embêtant. Qui a été cuté, qui était blessé au coach, je crois, donc c'est pas très grave. Et Richie James, je crois qu'il vient des 49ers, si je dis pas de bêtises. Jalen Moore qui a été cuté. Il reste David Sills. Alors on n'a pas parlé, tiens, c'était de Darius Slayton. C'est ce que j'étais en train de me dire. Qu'est-ce qu'on en fait de Darius Slayton ? Il y a la fameuse discussion, on va le trader, etc. Toi tu disais, pourquoi est-ce qu'on peut le trader ? Qu'est-ce qu'on peut réussir à récupérer pour lui ? Moi je pense qu'un 5e tour ou un 6e tour ça pourrait être pas mal, ce serait un truc cool.
À mon avis, il vaut au moins un 6ème, quand même, faut pas déconner. C'est un receveur qui a quand même mis pas mal de yards sur sa saison rookie, qui a été intéressant, mais qui fait beaucoup trop de drops et qui est beaucoup trop irrégulier, malheureusement. Voilà, il a les mains beurrées, il a pas mal de talent, il a les capacités physiques, mais je pense qu'il y a un problème de mental qui fait que un coup sur deux, il va pas attraper le ballon. Alors, moi je te disais avant le podcast, je pense que de toute manière les Giants allaient le cutter, donc à mon avis, soit on arrive à l'échanger pour un 7ème tour, pour une équipe qui le veut vraiment et veut pas se retrouver en concurrence avec d'autres équipes, voire un 7ème tour conditionnel. Je crois qu'on avait fait ça, je pense notamment à un kicker qu'on avait envoyé chez les Chiefs il y a quelques années, où en gros, s'il restait la moitié de l'année comme titulaire, on récupérait un 7ème tour. Et c'était ce qui s'était passé. Maintenant, il y a apparemment pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées, si on en croit Big Blue View, dans les cibles. On pourrait penser aux Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, Baltimore Ravens, les Titans, voire les Jets, ou même les Packers. Alors j'ai pas creusé la question de savoir si oui ils en avaient vraiment besoin ou pas, mais en tout cas moi Slayton, il m'a pas marqué pendant cette pré-saison, et vu son irrégularité je vois pas l'intérêt de le garder. Ouais, bah écoute, a priori là, je suis en train de regarder sur Twitter. Attends, a priori. Alors on a gardé. Tiens, je suis en train de voir, on a gardé Fox, tu sais, le mec qui a mis un énorme carton sur le dernier jeu contre. Impressionnant, ouais, c'est bizarre qu'ils soient encore là, mais encore une fois, il y a au moins, je pense, il va y avoir au moins 5-6 joueurs qui vont faire partie du roster des 53 qui sera défini aujourd'hui, qui vont bouger, qui vont être tradés, etc. Il va y avoir encore du mouvement, mais a priori, Slayton serait encore là. Écoute, donc ça ne veut pas dire qu'il sera là pour le premier match de la saison, mais pour l'instant, il serait encore dans l'équipe. Bon, écoute, on verra ce qu'ils vont faire avec lui, mais je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose. En tout cas, c'est pas non plus un manchot absolu. Là, actuellement, si on me demande de choisir entre lui et Seals, je pense que je prends David Seals, qui en plus a l'air d'en vouloir un peu plus. Et ça, j'aime bien les mecs qui sont motivés. Si on parle des running backs, je sais pas ton avis, moi j'ai l'impression qu'on a une grosse profondeur niveau running back et qu'il y a largement de quoi faire à ce poste-là, avec une O-line qui a l'air quand même centrée plus. Enfin, la force de notre O-line, on l'a dit, ce sera le jeu de course. J'ai l'impression qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Alors on a Barclay, Gary Brightwell qui était un pick de l'année dernière, qui a été drafté l'année dernière, qui joue aussi en special teams et qui est très bon en special teams apparemment. Antonio Williams qui je crois a fait un fumble malheureusement au dernier match, mais qui a été très bon. Matt Breida et Corbin qui lui était un rookie undrafted qui a été lâché. Donc ça nous fait 4 joueurs, Barclay, Brightwell, Antonio Williams et Breida. Il y a moyen de faire quelque chose, c'est quand même un bon groupe. Antonio Williams, pour moi, il a sa place dans cette équipe, c'est sûr. Il a fait un très bon match. Alors, je sais plus contre qui c'était. Si, c'est contre les Patriots. Ouais, j'avais noté qu'il a fait 9 courses, 61 yards, 1 TD. Ouais. C'est quand même. Et il les fait pas tout seul, tu vois, c'est quand même que l'O-line a performé, quoi. Non, bien sûr, mais tu vois, après, contre les Bengals, il a joué un peu moins souvent, mais il a quand même fait 5 courses, 26 yards, donc c'est au moins 5 yards par course. Bah c'est ça, il faut regarder le yard par voilà. Et il a fait 7 réceptions sur 7 passes qu'on lui a envoyées pour 46 yards, donc il a aussi de très bonnes mains. Après, Corbin, comme tu as dit, il a été coupé. On n'a pas beaucoup fait jouer Saquon Barclay parce que je pense que l'idée tout simplement c'est de le préserver. J'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup vu Matt Breida non plus. Je crois qu'il est touché un peu. Il est un peu blessé, c'est pour ça qu'il a pas joué. Mais en tout cas, tu te parlais du nombre de réceptions des running backs avec pas mal de comment on appelle ça, des checkdowns. Checkdowns, ouais. Qu'on voyait plus trop sur les dernières saisons et qui pourtant ont fait le beurre d'Eli Manning quand il a joué avec Saquon Barclay sur sa saison rookie. T'as moyen de faire un nombre de yards impressionnant. Si tu arrives à casser le premier plaquage, des passes de 2 yards peuvent vite se transformer en first down. Donc ça, on l'a vu beaucoup. Et si Barclay reste... il a dit lui-même qu'il il est revenu dans une forme bien meilleure que ce qu'il avait l'année dernière. Et s'il se blesse pas, c'est très probable qu'on le revoie avec une grosse saison. Il disait la même chose l'année dernière. J'aime bien Barclay, mais maintenant, au bout d'un moment, j'ai envie de voir des choses sur le terrain. Et je comprends qu'il soit agacé, qu'il y ait tout le monde qui soit en train de le critiquer, etc. Mais au bout d'un moment... après, c'est vrai plus que des paroles.
Il va toujours dire ça, oui, je suis en forme. Il va pas dire, bah non, je suis un peu blessé là, j'ai un peu mal Non, c'est ici, sûr. là. Mais C'est bon, sûr. là, voilà, il était quand même plus tranchant. Et de ce qu'on voit, c'est qu'il n'hésite pas. Parce que tu te rappelles, c'est ce qu'on disait sur les podcasts, il fait chier. Il y a des trous, il y va pas. Il essaie toujours de faire des gris-gris pour essayer de gagner un peu plus de terrain. Non, mais à un moment, s'il y a 3 yards d'apprendre, prends-les, quoi. J'ai l'impression qu'il est revenu un peu là-dessus. Donc, bon, on Ouais, verra. non, et puis comme tu dis, hein, si la ligne offensive s'est améliorée, ça va forcément lui Ah bénéficier. bah, c'est clair. Il a passé 2 années à avoir soit être blessé, soit jouer avec une ligne offensive absolument merdique. Et puis en fait, tout est lié parce que on a aussi vu qu'il y avait pas mal d'équipes qui ne respectaient pas euh, Daniel Jones et qui donc mettaient tout dans la boîte. Mm. Et en fait, c'est aussi parce que Daniel Jones avait pas forcément la capacité d'envoyer très très loin alors que c'est un joueur très précis en profondeur et parce qu'on a des receveurs qui attrapent pas le ballon. Donc on espère quand même que des joueurs du style Kenny Golladay se sortent enfin les doigts du fion, excusez mon français, Mm. et parce que justement si on arrive à plus développer notre jeu de passe, ça va forcément bénéficier Barclay et vice versa d'ailleurs. Hein. Mais Ouais, moi, ouais, au niveau, pour revenir au running back, là, je mettrais ma pièce plutôt, tu vois, sur, donc, bien entendu, Barclay Breda, mais derrière, Antonio Williams et peut-être Gary Brightway. Ouais, je pense que les 4 c'est possible, sachant que on a aussi aucun fullback. Mm. Donc finalement, garder 4 running back, c'est pas impossible. Brightwell, il a l'avantage de jouer en special teams et on sait que c'est important d'avoir des bons joueurs de special teams. Mm. Donc ça, c'est un vrai avantage pour des joueurs qui se battent pour le fond du roster. Dès que tu es capable de jouer en équipe spéciale, forcément, ça aide un peu. On n'a pas parlé des tight ends, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un peu mou le côté tight end. On a Bellinger qui malheureusement fait un drop, enfin la balle lui est lancée un peu haute, mais il a largement de moyens de la choper, et ça fait une interception juste derrière. Il a fait une commotion, mais il devrait revenir assez vite quand même. Mais dans les tight ends, c'est quand même pas folichon, ça m'étonnerait pas qu'on aille choper un tight end dans les joueurs cutés qui vont être disponibles. À mon avis, Bah, je viens de voir passer un tweet que ah, les Bills ont cuté O.J. Howard, d'accord. le tight end, ouais, O.J. Howard, qui me semble qui à l'origine avait été drafté par les Browns, si je dis pas de bêtises, à revérifier. Mais c'est un vétéran, à voir si ça peut être une option intéressante. On a encore Chris Myrick qui était là les années précédentes, qui nous avait marqué des petits touchdowns, il me semble, Ouais, un bah, notamment contre voilà, les Eagles, mais bon, un joueur anecdotique. c'est un Bellinger, mec en fait, qui t'en met un de touchdown. Alors attends, ouais. juste pour info, parce que tu parlais de Joe Ward, par les Buccaneers en 2017. Ah, Buccaneers. Et il a fait une saison aux Bills. Alors vu que les 3 quarts des joueurs des Bills qui sont cutés finissent chez nous, Ouais. ça paraît être une possibilité. Pourquoi pas? Mais- Enfin, il doit pas être pire que ce qu'on a actuellement dans le roster. Ouais, alors Bellinger a quand même montré une belle capacité à bien bloquer et Tout à fait. aussi il a des mains relativement, enfin à part ce drop, il a des mains relativement sûres. Sur le drop, euh, Double a concédé, il a dit que c'était pas une passe très bien placée, mais elle aurait dû être attrapée quand même. Donc en fait c'est au tort partagé de Daniel Jones et de Bellinger. Mais c'est clair que là, on est clairement sur un poste faible. Ouais. Ah bah pour moi, c'est un des gros trous de cette équipe, hein, les tight ends. Mais on le savait avant le début de la saison. On verra, je sais pas du tout comment on va s'arranger sur ça, mais c'est possible qu'il y ait du mouvement de ce côté-là, on va voir. Et puis effectivement, tu évoquais Howard, c'est tout à fait possible que venant des Bills, on essaye d'en faire quelque chose, on va voir. Écoute, je te propose de passer à la défense, si ça te va. Tout à fait, ouais. Bah, défense, on Euh, commence par quoi? alors moi j'ai envie de commencer par la plus grosse inquiétude de cette défense qui est la secondary, notamment le poste de corner, où eh bien écoute le départ de James Bradbury va nous faire mal puisque notamment le poste de cornerback 2 ça va être difficile avec un Aaron Robinson qui a été pas mal dominé pendant cette pré-saison. Ah ouais, il s'est fait violenter contre les Patriots, notamment. C'était hallucinant. Bon, du coup, ça veut dire aussi que quelque part, Adoree Jackson, on va pas trop le chercher, qui fait du bon boulot. Mm. Va peut-être falloir que Wink Martindale, pardon, apporte un peu d'aide à Aaron Robinson sur l'autre côté, avec Mm. un safety ou autre. Euh, il y a qui d'autre Darnay Holmes, j'ai pas remarqué plus que Non, il a ça. pas beaucoup joué, mais Ouais, il est plutôt en forme, hein. voilà. Sur le slot, il a l'air pas mal, mais il va pas Ouais. jouer sur l'extérieur, Darnay Holmes. Ouais. Oui, il est pas taillé pour ça. Hein. Et c'est comme Cordell Flott. Cordell Flott, on l'a vu essentiellement dans le slot. Il s'est un peu Mm. blessé. Bon, j'ai Cordell rien. Flott, d'ailleurs, tu parles de lui, qui loupe un plaquage.
sur comment il s'appelle, Berrios, je crois, le receveur des Jets. Et en fait, c'est une passe, une espèce de screen pass, mais sans screen en fait. Il est juste tout seul. Et s'il élimine le joueur, il passe pour le first down. Ouais. Et c'est Flott qui loupe son plaquage en open field et touchdown derrière, malheureusement. Ouais. Donc, bon, là aussi, il y a encore du boulot. Mais en tout cas, Flott et Darnay Holmes sur poste corner intérieur, je suis pas trop inquiet. Moi, c'est vraiment le poste de CB2 ou Aaron Robinson. Il y a qui derrière? Il y a Rodarius Williams. Enfin, Ouais, c'est Rodarius léger, quoi. Williams. Et puis après, en fait, tous les backups qu'on avait, c'était nullissime. Enfin, Denzel Mims, le receveur des Jets, qui a envie de se faire trader, je pense que le gars était bien motivé pour montrer de quoi il était capable aux autres équipes. Bah, Et grâce aux Giants, il a pu faire une performance incroyable. Donc, alors, je sais Ouais, pas. mais regarde, les Jets aussi c'est potentiellement un joueur d'équipe 1 pour les Jets. Non, Ils bien l'ont fait sûr. jouer tout le match. Ils avaient clairement envie de le montrer pour que. Ouais, non, bien sûr. Ouais, voilà. C'était dans l'intérêt de tout le monde. Ouais. Mais bon, voilà, notre secondary, c'est pas génial et on va en avoir besoin quand même d'une secondary qui peut tenir un minimum parce que avec une défense aussi agressive que celle de Martindale, où on doit pas mal blitzer, si derrière il n'y a personne pour couvrir, on va se taper des TD de 70 yards à chaque fois, quoi. Ouais, Bon. non, mais ça, t'as raison, c'est inquiétant, surtout que la défense de Wink Martindale est basée beaucoup sur la défense en man-to-man avec une pression permanente sur le QB. Alors là, on en avait déjà parlé, hein, mais là, il va falloir être performant, c'est sur le pass rush, parce que si on n'arrive pas à mettre la pression sur le QB, derrière, ça va être open bar. Hein. Donc, là où je suis moins inquiet, c'est sur le poste de safety, où là, Julian Love, McKinney, etc. Belton qui a montré des choses intéressantes aussi, Ouais. je suis un peu moins inquiet. Il va falloir jouer aussi sur les schémas défensifs. Faire croire à des choses, cacher des choses comme il l'a bien fait. Enfin, en tout cas, sur cette pré-saison, on a vu que Martindale en avait rien à foutre. Il va mettre la pression quoi qu'il en soit. Je sais Ça pas n'a si t'as pas vu plu à Belichick. Ah, exactement, j'allais dire ça. Belichick qui dit oh bah quand même abusé d'envoyer des blitz tout le temps alors que c'est de la pré-saison. Il a dit bah moi j'en ai rien à foutre. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a éclaté, c'est il y a un journaliste qui a posé la question à Martindale en disant Ouais. qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Belichick qui dit que vous blitzez trop. Ouais. Et Martindale a répondu, donc en anglais, il dit donc c'était entre le match des Patriots et des Bengals, il a dit we are on to Cincinnati, Ouais. qui veut dire aujourd'hui on est concentré sur Cincinnati. Et c'est marrant parce que en fait Belichick, quand il ne veut pas répondre à une question d'un match qui est passé, il dit toujours moi je me concentre sur la suite. Ah bah alors ok, alors je comprenais pas pourquoi ça faisait tant rire les gens. Je me disais, Ça a fait pourquoi rire tout le monde parce que parce que c'est ce que dit Belichick. D'accord, c'est je ce viens que juste de comprendre. Belichick est maître pour ne pas répondre à un journaliste et quand il n'a pas envie de répondre, il répond tout le temps la même chose. Il dit bah non, moi je pense, je réfléchis au prochain match. Et j'en ai rien à foutre de ta question, tu peux me la poser 5 fois, je te répondrai 5 fois la même chose. Et donc j'ai trouvé ça il est trop génial de rigolo. la part de Martindale qui dit bah tu vois, moi aussi je fais ce que je veux. Il a l'air Donc, trop cool, Martindale. Moi je kiffe déjà ce mec. J'espère. C'est sûr qu'il y a des moments où on va rager, c'est sûr qu'il y a des moments où on va se prendre des TD dégueulasses, mais je pense qu'on va rigoler aussi. Et alors, bon, on va en parler juste après, je voulais évoquer un autre sujet avant, mais il y a moyen de voir des choses sympas avec cette défense. Alors, je voulais juste évoquer le fait que, alors pour évoquer nos concurrents, j'ai parlé un tout petit peu des Cowboys tout à l'heure, les Eagles. T'es un mec, ça fait peur. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais ils viennent de signer Gardner Johnson, qui est un mec qui joue slot corner, qu'ils ont récupéré chez les Saints. Qui a priori va plus jouer en safety chez eux, mais qui est un mec qui a l'air archi solide. Et ils ont récupéré James Bradberry chez nous, rappelle-toi, et ils ont Darius Slay. Là, ils ont un trio, mec, de corner. Enfin, c'est flippant. Ils font une intersaison assez vénère avec en plus AJ Brown sur ce trade de la draft. Hassan Reddick qu'ils ont récupéré, puis Nakobe Dean qu'ils ont récupéré au fin fond de la draft alors que le mec était prévu pour un premier tour et qui a l'air plutôt en forme. Je suis assez inquiet sur nos confrontations avec les Eagles. D'ailleurs, je l'avais dit, pour moi, c'est eux qui vont gagner la NFC Est. Ils sont favoris sur la NFC Est. Alors non, d'après les bookmakers, c'est toujours les Cowboys. Mais j'ai l'impression que la blessure, tu l'as dit, de leur tackle gauche des Cowboys, plus tout ce dernier trade... Enfin, ils ont une équipe solide quand même. Moi, ça me fait chier. J'aime pas trop parler des concurrents, mais là ça a l'air assez lourd chez eux. Bon, écoute, on verra. Mais... Ouais, on verra. On va quand même les éclater. On va quand même c'est ça la phrase, on va les éclater. Hein. L'année dernière, c'était on va les éclater. L'an dernier, on fait une victoire et une défaite contre eux quand même. Exactement. Bon, écoute. Et puis on a pu Evan Engram, puisqu'on rappelons qu'il nous fait perdre un des derniers matchs contre eux, donc ça devrait bien se passer. D'ailleurs, j'ai vu Evan Engram, et figure-toi, faire des drops en entraînement. Ça, c'est incroyable. Que c'est étonnant. Attends, il est où déjà Maintenant, j'ai oublié. Il est chez les Buccaneers. Ah non, c'était pas les Jaguars qu'il avait pris. Non, c'est les Jaguars. Jaguars, pardon, tu as raison. Jaguars.
Et je l'ai vu faire des magnifiques drops sur des tweets, c'était très beau. Il nous reste à parler du pass rush et des linebackers. Par quoi tu veux commencer? Je te laisse. Écoute, commençons par linebacker et on terminera justement par le pass rush. J'ai l'impression qu'au linebacker, on a parlé justement de, comment s'appelle-t-il, Fox. Alors c'est marrant, c'est pas Tom, c'est Tomon Fox qui a complètement déglingué ce joueur beau. des Bengals. C'était d'une beauté incroyable. Donc lui est retenu dans l'effectif, tant mieux pour lui. Tu peux expliquer rapidement le jeu, tu t'en souviens? Comment Non, il a fait pour... Je l'ai plus en tête. Alors c'est contre les Bengals et c'est une des dernières actions du match où il leur reste très peu de temps et donc globalement ce qui se passe dans ces cas-là c'est qu'on envoie une passe sur l'extérieur pour le wide receiver. Si elle n'est pas complétée, le temps s'écoule plus et si elle est complétée, le joueur sort des limites du terrain. Et là en fait ce que Martindale il a fait c'est qu'il a aligné Fox d'un côté et je crois Quincy Roche de l'autre. De Quincy Roche malheureusement qu'on a laissé partir d'ailleurs. Il les a mis carrément sur la ligne. Et en gros, au first down sur la ligne. Et le but, c'était si quelqu'un s'approche, tu le déglingues. Le mec fait une réception pour 1 yard et après, le but, c'est tu gagnes du terrain. Et il est arrivé lancé comme une balle, il l'a déboîté, fumble et on gagne le match. C'est vraiment du coaching là, de situation qui était très bien joué. J'ai trouvé ça vachement cool. Ah ouais, non, c'était une belle action. Donc, ça a manifestement joué en sa faveur. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres? Il y a eu McFadden qui a été assez intéressant, qui selon PFF a eu des très bonnes notes, mais ça veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est toujours intéressant. Beavers qui était pas mal, qui s'est blessé pour toute la saison. Ça, et Calitro. Rookie. Calitro qui nous fait... il est quoi? Il est toujours là ou quoi, Calitro, finalement? A priori, il est toujours là. Donc Calitro, il nous a fait une interception alors, contre les Patriots. Dans les bras. Non, mais... Alors, tu parles de celle des Patriots ou celle des... Non, celle du dernier match. Du dernier match. Oui, celle du dernier match, ça lui est lancé dans les bras et puis il remonte le terrain, 35 yards, pick 6. Donc très bien. Donc voilà. Et puis après, au niveau des titulaires, Blake Martinez et Crowder, il n'y a pas grand chose à dire. Je me demande ce qui va se passer avec Carter Coughlin. Je vois pas comment est-ce qu'il peut rester dans cette équipe. Il avait montré des choses intéressantes l'année dernière, mais c'est quand même une sélection du régime Gettleman. Pas sûr qu'il ait sa place dans cette équipe. Ouais. Et tu l'as dit. Donc Tech Crowder, c'est vrai que il fait le taf. Je préférais l'avoir en remplaçant quand même. Et c'est dommage puisque apparemment Beavers était en train de plus ou moins s'imposer aux côtés de Martinez et cette blessure qui fait chier quand même. Ça, voilà. Bon, Calitro. Alors attends, j'ai trouvé un site qui résume les joueurs qui sont garés. Donc wide receiver, il y en a bien 7. Kenny Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Toney, Odell Robinson, Darius Layton, Richie James, David Sills, c'est ce qu'on avait dit à peu de choses près. Écoute, il n'y a pas trop de surprises. Ils ont gardé 4 running backs, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce que je veux voir, c'était les linebackers. Alors, il y en a 12 parce qu'ils ont compté inside et outside linebacker en même temps. Kevin Thibodeau, Joe Larry, Larson Smith, Blake Martinez, G. Edward, T. Crowder, Cam Brown qui est beaucoup équipe spéciale. Carter Coughlin qui est toujours là, écoute, pour l'instant. Bon, tant mieux pour lui, mais il doit être au fin fond du roster et joue beaucoup avec l'équipe 3 principalement. Micah McFadden, Ocean Jimenez, c'est dommage, j'aurais bien préféré Ocean Jimenez partir et qu'on garde Quincy Roche, mais bon. Austin Calitro et Tomon Fox, voilà, donc puisqu'on était sur les linebackers, eh bien c'est ça. On va finir sur la D-line et le pass rush. Donc Thibodeau, Ojulari, blessé. Cool ça, non? Ouais, ça s'annonce bien, surtout qu'on compte énormément sur eux. Ojulari qui revenait à peine de blessure, qui s'était blessé en poussant de la fonte et qui se reblesse juste derrière, donc ça fait chier. Ouais, mais apparemment c'est pas non plus très très grave. Non. Donc du coup, on verra bien. Après, on a quand même l'intérieur de la ligne qui est toujours là. Donc c'est pas tellement de pass rush, mais c'est la ligne Leonard défensive. Williams, Dexter Lawrence. Pour info, les autres c'est Justin Ellis, DJ Davidson, je crois un rookie, et Nick Williams. C'est nos 5 D-line. Ouais. Donc à voir qui va rester dans ce groupe-là, c'est un peu plus flou, je dirais. Mais on espère surtout qu'on va récupérer Aziz et Kayvon rapidement. Derrière, il y a G. Howard, mais G. Howard et Larson Smith, mais t'as dit qu'ils étaient blessés. Du coup, Quincy Roche, Ocean Jimenez. Non, Quincy Roche, il est parti, on l'a cut. Ah ouais, attends, je suis pas au point sur qui est cut. Quincy Roche, on l'avait récupéré des Steelers l'année dernière et je l'ai trouvé très intéressant, mais malheureusement, il est parti. Bon, écoute, ils ont leur raison, il n'y a pas
va pas discuter là-dessus. Mais il y a des choix difficiles à faire, c'est comme ça chaque année. en tout cas, ce sera extrêmement important que Thibodeau et Ojulari restent en forme, puisqu'on va vraiment avoir besoin d'eux. Thibodeau qui fait pas de sac sur cette pré-saison, qui a été pas loin 2 ou 3 fois d'attraper le QB. J'ai fait une petite vidéo, si ça vous intéresse, sur le YouTube de Giants France, où j'explique un peu et je dissèque un peu son jeu. J'avais fait sur son jeu quand il était à Oregon, mais là je l'ai fait sur ses actions qu'il a fait en pré-saison. Plusieurs fois il est sur le point de saquer le QB. J'ai l'impression que plusieurs fois aussi il y a vraiment des fautes sur lui où les mecs lui enlèvent quasiment le casque ou alors le retiennent. Bon, ça on verra en pré-saison, il y a moyen que ce soit sifflé, je pense. Ça a été limite plusieurs fois. En tout cas, on va avoir besoin de mettre la pression, mais sachant que de toute façon la pression vient aussi du blitz de corner, vient aussi du blitz de safety, voilà, il y a plein de moyens de mettre la pression sur le QB, mais on l'a dit tout à l'heure, ça va être extrêmement important qu'on puisse mettre la pression sur ces QB, pas les laisser lancer, puisque on l'avait déjà dit dans le podcast précédent, mais notre défense pendant 2 ans, ça a été quand même couverture de zone à fond la caisse, on prend beaucoup de yards, mais on ne prend pas beaucoup de points, mais voilà, on a quand même une défense qui a été pas mal dominée pendant 2 ans. Donc ça devrait changer. Non, mais ça va être très intéressant à voir. Maintenant, il va falloir qu'on patiente un peu avant de voir notre premier match de saison, puisque qui a lieu quand ? Le 11 septembre. Le 11 septembre, à quelle heure il a lieu ce match ? Je n'ai pas l'heure, mais je suppose... Putain, tu sais quoi, je suis en vacances, je serai pas là, oh là là, les loups. Ah là 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 là. C'est terrible, je pars une semaine, c'est pile cette semaine-là. Bah écoute, je le regarderai à distance. C'est à 10h du soir, 10h30, 22h25 pour être exact, ce qui me va très bien, parce que moi je suis censé être à Marseille ce week-end-là, et je devrais être de retour à 10h30. La chance. Voilà. Bah moi je vais regarder ça à distance, j'espère que le wifi dans l'hôtel sera bon, parce que ça va être important. Donc c'est contre les Titans chez eux. Juste avant de conclure, on n'a pas parlé des special teams, donc on l'a dit, Graham Gano, notre kicker, qui a une commotion. On avait re-signé Santoso, le mec qui était chez nous l'année dernière, qui a été cuté. Et ce qui était rigolo, c'est que le match, j'en ai parlé un tout petit peu sur Twitter. Ouais, Julian Love. Ouais, le match où Graham Gano se blesse, on n'a pas d'autre kicker, et en fait c'est Gillan, notre punter qui est gaucher, qui a été mettre des field goals et des transformations, et faire les kick-offs aussi. Il les a toutes réussi, et ce qui était rigolo, c'est que le poste de holder, on a des remplaçants holder, mais que pour Graham Gano qui est droitier, c'est-à-dire on tient le ballon d'une certaine manière, avec une certaine main d'un certain côté. Et donc là, en fait, vu que notre punter est gaucher, il a fallu trouver à l'arrache un remplaçant, et c'est Julian Love qui s'y est collé. Il s'est porté volontaire. Ouais, il s'est porté volontaire. Il a pris 5 snaps à la mi-temps du centre des long snaps. Et il s'y est mis, et ça a bien marché puisqu'on a réussi toutes nos transformations, donc c'était plutôt rigolo ça, et lui ça l'a fait rigoler, Julian Love. Julian Love, c'est vraiment le mec qu'on n'entend pas, qui dit rien mais qui fait du bon boulot et qui est solide, quoi. J'aime bien ce... C'est un team player, il est concentré sur le collectif, des gars comme ça. Exactement, il en faut à l'appel. Il en faut à l'appel. Alors juste aussi, pour ce que tu en parlais aussi tout à l'heure, pas mal de difficultés en punt et en kick-off, pas en return, punt et kick-off, sur les couvertures on a encaissé pas mal de yards, mais bon, c'est pas forcément étonnant, puisqu'en fait ce qui se passe c'est qu'on fait beaucoup de rotations en pré-saison, et il y a potentiellement des ouvertures qui vont se faire une fois que le roster sera solidifié et qu'on aura nos titulaires. Ça devrait aller mieux, j'espère. Mais Special Teams, je sens pas... Je sens pas une grosse domination cette année quand même, et notamment nos returners, ils sont pas bons, quoi. On a personne vraiment en return. Je sais pas qui on va mettre. C'est un peu embêtant. Ta grand-mère ? Bah ma grand-mère elle pourrait faire des returns aussi bons que CJ Board. Franchement, vu ce qu'il nous a fait, à mon avis, je vais la proposer encore une fois. Je vais encore envoyer son CV. Ça va peut-être passer à un moment donné. Écoute, voilà, est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Écoute, on a fait juste avant qu'on conclue, un petit rappel pour nos chers auditeurs de nous mettre, s'ils ne l'ont pas déjà fait, une petite note sur la plateforme de podcast sur laquelle ils nous suivent, et de bien s'abonner, et un pouce bleu sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide pour le référencement. Et puis vous pouvez mettre la cloche aussi sur YouTube, comme ça vous recevez les notifications des dernières vidéos. Je vais essayer cette année de faire plus d'analyse de... Donc il y aura le podcast qui va continuer, mais plus d'analyse de jeu, d'analyser des actions qu'on a fait. J'en avais fait quelques-unes l'année dernière sur certains plays qui étaient un peu rigolos. Je vais continuer à le faire, je pense, cette année.
Voilà, et Voilà. écoute, merci beaucoup Thiergo. Eh ben, merci à toi. On va attendre le début de la saison pour faire le prochain podcast après le premier match. Alors on verra comment on fait, parce que je viens de te dire que j'étais absent, donc soit tu le fais. Bon, on verra, on va s'organiser. Oui. On va pas vous abandonner, les podcasts vont bien sortir, vous inquiétez pas, on aura tout ce qu'il faut. On est là. On est là, on est dans la place. Allez, merci Thiergo, à très bientôt sur Only Agent Podcast. À bientôt, salut. Ciao, ciao.